Écoutez, 2 minutes d'abord c'est beaucoup et c'est très peu. Ma réponse va être très claire et je suis tout à fait en accord avec ce qu'a pu dire le candidat Nicolas Sarkozy. En France aujourd'hui, nous ne voulons plus d'un islam en France, mais nous voulons un islam de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Un islam de France, c'est un islam sous le contrôle du Conseil français du culte musulman, alors qu'un islam en France, c'est un islam sans contrôle et influencé par des pays étrangers. Et cela conduit, donc là je vais être très nette, totalement tout financement étranger pour des mosquées ou pour le culte. Et surtout, il faut mettre fin à la pratique des imams qui sont détachés, envoyés, téléguidés par des pays étrangers. Ça va passer bien sûr par l'habilitation des imams, eux-mêmes téléguidés par le CNCL. Et sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, il n'est pas question qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et ça va leur avoir des exigences très fortes pour eux. Maîtrise du français dans l'exercice de leur culte, respect et reconnaissance des lois de la République française. Et il faut s'attaquer à toute forme de prosélytisme ou de radicalisation. Et ça aussi, c'est interdiction de signes extérieurs à l'université ou dans les administrations qui... Oui, mais, on peut continuer? Non, je voulais vous interroger sur le cas Saumurois, justement, où en fait on a manifestement une mosquée qui n'est plus en état d'accueillir du public. Quelle solution pour donner, notamment à des harkis qui ont aidé la France, pour permettre à ces gens d'exercer leur culte correctement? Écoutez, toute personne a le droit d'exercer son culte, sa religion, dans la dignité, sans aucun jugement de part et d'autre, et dans un endroit qui est même conforme, j'ai envie de dire, structurellement, donc en état de marche. Ce que je viens de dire, vous m'avez posé la question, c'est pas de financement par les États étrangers, pas de téléguidage des imams par des gouvernements étrangers. Ça n'empêche pas d'avoir des endroits dignes pour qu'ils puissent exercer. Donc la fin de votre question était et la taxe sur la halal. Oui, pour le financement des mosquées, ça peut être intéressant. Ça se rapproche. C'est la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, tout à fait, ouais, je comprenais ça. C'était la première, elle a été copiée après. Mais je ne suis pas en train là de dire qui a raison, qui a tort. On me pose une question, j'essaie de répondre très clairement sur un positionnement. Mais ça veut dire aussi pas de signe, j'ai pas pu finir ma phrase, pas de signe extérieur religieux, ni dans les administrations, ni à l'université, pas de port de la burqa, et en cas de récidive, on supprime les aides sociales. Ils ne sont pas obligés d'en percevoir, hein. On peut porter la burqa, ça signifie pas automatiquement qu'on perçoit des aides sociales. Tout le monde est d'accord sur le sujet du... Si, parce qu'on peut porter la burqa et pas avoir d'aide sociale. Non, j'ai dit pas de port de burqa dans des lieux publics. Oui, vous avez dit après, sinon on leur supprime les aides sociales, c'est pas forcément automatique. Non, Laurent, s'il y a récidive, ce qu'il peut y avoir, les gens on leur interdit, et puis, pof. Michel, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous l'avez traité à Saumur, ce sujet notamment de la mosquée, vous avez dialogué avec l'imam. Je l'ai traité, je ne l'ai pas traité vraiment, puisqu'il y a eu ensuite alternance, mais j'adhère évidemment au principe que les musulmans saumurois ont parfaitement le droit de disposer d'un lieu digne pour exercer leur culte, et que la mosquée, si on peut l'appeler comme ça, actuelle, ne l'est plus. Et toute la difficulté derrière cela, c'est d'arriver à mettre en harmonie ce principe de simple humanité, de simple logique et de simple citoyenneté avec les règlements et avec la loi de 1905 qui fait interdiction aux communautés publiques de financer un lieu de culte. On tourne un petit peu en rond dans ce problème-là. On tourne un petit peu en rond et on en trouvera vraiment la solution. D'où la question, l'interrogation que j'ai sur la partie de la taxe halal.
vous avez parlé de la loi de 1905, de la séparation des églises et de l'État. Aujourd'hui, les communautés juives et chrétiennes, elles financent leur culte de leur propre fait. Enfin, pas les lieux de culte. Enfin, je veux dire, les lieux de culte sont produits par l'État. Non, j'ai pas dit des lieux de culte, j'ai dit des cultes. Non, mais là, on parle de lieux de culte, monsieur. J'ai pas pu finir ma phrase. C'était ce que je voulais dire. C'est qu'il faut que ça vienne et que ça soit sous le contrôle des imams eux-mêmes. Car c'est une question confessionnelle. L'État n'a pas à rentrer là-dedans. L'État n'a pas à financer. On est dans le même dispositif, que ce soit pour le culte juif, pour le culte chrétien, pour le culte musulman. Chacun a le droit de l'exercer. Qui doit être Et dans quel lieu? Personne. Financé par qui? Aujourd'hui, les Pardon financent les travaux des églises aussi. Hein. Oui, mais, Non, mais c'est là que je permets d'éclairer mon propos. Je différencie bien, il est bien à différencier les lieux de culte, qui en effet, de par la loi 1905, sont propriété de l'État, de la vie du culte. Enfin, l'Église. La vie, Les églises. la communauté juive et les communautés chrétiennes vivent depuis 1905 en faisant en sorte de vivre dans les lieux de culte qui sont propriété de l'État, mais qui vivent leur culte. Pas forcément. Non, pas forcément. Les communes, la plupart du temps, les communes. Oui, Exactement. C'est la sphère publique, je voudrais dire. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais il faut bien différencier les lieux de culte de la vie du culte. Et la vie du culte, les communautés juives et chrétiennes vivent de leurs propres dons, de leur vie du culte, et la communauté musulmane, pour aller en parallèle et compléter votre remarque, doivent aussi, dans la responsabilisation qu'il doit y avoir de l'islam de France, doivent se responsabiliser aussi sur leur financement. Mais là, monsieur Mercier, c'est une question de lieu, en fait. Là, actuellement, il y a un problème à Saumur entre... Oui, ça, c'est peut-être ma question, monsieur. J'entends bien la question. Moi, j'avais voilà, donc on a le lieu et le culte. Après, sur la c'est logique... Sur la question saumuroise, M. Hachin et Mme Deleuze ont déjà en partie répondu. Il est nécessaire, et ça fait partie aussi de la ligne de conduite de Jean Frédéric Poisson, de la dignité humaine sous tous ses égards, quel que soit, encore une fois, comme le débat qu'on avait tout à l'heure, quel que soit son étiquette politique ou sa couleur de peau ou sa religion, qu'il n'en est ou qu'il n'en est pas. Pour parler de la mosquée peut-être, parce que je pense que l'idée, c'est aujourd'hui ce qu'on fait sur la mosquée de Saumur, c'est que ça a été vendu un peu n'importe comment, puisqu'il y a, pour rentrer dans le concret, on n'a pas parlé de la dépollution, on n'a pas parlé de la déconstruction, et on n'a pas parlé des travaux à venir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a une vente qui est complètement bancale. À aucun moment il est reproché à Saumur, aux musulmans, de vouloir avoir un lieu de culte, c'est tout à fait normal. Mais après, ce qui est reproché aujourd'hui, et c'est l'erreur que n'avait pas commise Michel Hachin, c'est la façon dont c'est fait. On vend ça un petit peu n'importe comment à la va-vite et on ne prévoit rien derrière. Quid des travaux, la dépollution, c'est ce que je viens de dire. À mon avis, le problème, pour parler du problème, si c'en est un, de la mosquée à Saumur, pour moi, c'est celui-là. Michel Perron. Oui, je ne voudrais pas qu'on passe à côté quand même d'une autre question qui est essentielle au niveau national, hein, notamment, et pas seulement national, c'est qui représente en effet les musulmans. Je vous rappelle qu'on a un énorme problème au niveau national de représentation. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le déficit de l'islam de France. La question est la suivante, c'est qu'on n'a pas de formation de beaucoup d'imams. Et donc la question de la formation des imams, si vous voulez faire un parallélisme avec en effet le christianisme, le catholique, protestant, si vous voulez, et avec les institutions juives, la grande différence, on n'a pas de faculté de théologie aujourd'hui, par exemple. Donc, moi je sais qu'Alain Juppé sur ce sujet a beaucoup réfléchi sur ce sujet, pour qu'en effet, on est dans ce domaine de véritables interlocuteurs, mais ils ne vont pas venir tout seuls, ils ne vont pas naître tout seuls. On a besoin aussi de gens qui puissent avoir des lieux de formation. Vous avez des facultés de théologie très très célèbres et depuis longtemps à Strasbourg, par exemple, s'agissant des catholiques. Vous en avez également s'agissant des protestants. Là, on a un déficit énorme. Donc, on ne pourra pas faire l'économie, si vous voulez, de cette réflexion sur le plus long terme, si on veut en effet avoir, je dirais, une politique apaisée par rapport aux religions plurielles, eh bien, il faudra effectivement se soucier de cela. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet? En faisant attention que les lieux de formation soient des lieux de formation modérés. Et quand même sous l'œil vigilant de la France, puisque nous sommes en France.
au seuil de la pauvreté et ils ont l'impression que plus personne ne les écoute. Alors faisons bien attention, ici, nous allons avoir exactement le même questionnement. Donc c'est pas une question de noir, de blanc, de jaune, non, c'est pas ça. Alors sur les valeurs. La peur du petit blanc, c'est une expression consacrée aujourd'hui qui commence à venir. C'est vraiment ce côté repli des campagnes. Elle est tellement caricaturale, cette expression, la peur du petit blanc, que je pense qu'il faut aller au-delà. Je pense qu'on doit en tirer une leçon, nous, la France, à la veille d'élections, à la fois primaire, mais surtout présidentielle dans 4 mois. Laurent Hamon. Après, oui, ce que je pense, c'est que l'avantage, c'est que les États-Unis comment dirais-je, nous précèdent de 6 mois, et on vient de voir qu'à peine élu, Donald Trump trouve Barack Obama formidable. Il explique que l'Obamacare, finalement, qui est la réforme du système de santé, serait peut-être amendée et ne serait pas abrogée. Finalement, il trouve ça génial. Donc on voit bien que les populistes, comme on les appelle dans les médias et qu'on pourrait rattacher à l'extrême droite aujourd'hui en France, je ne sais pas, on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Donc voilà, et on a l'exemple déjà avec Donald Trump qui, à peine arrivé, trouve tout le monde formidable et n'a rien envie de changer. Voilà, ça nous permet de voir ce que ça fait pour la suite. Vous voulez rajouter quelque chose? On va juger sur les âges. Voilà. Et ça, excusez-moi, je vais en avoir. Et ça c'est quelque chose de très important. L'électeur, quel qu'il soit, il finit aussi par juger plus les actes que les paroles. Et il finit par être lassé par un discours, mais il attend vraiment que l'acte se transforme. Enfin, que la parole se transforme. Que les promesses se transforment en actes, ce qui n'est pas le cas depuis C'est ça que je préfère dire. Je pense qu'il ne faut pas qualifier les gens ni de petits blancs, ni de petits, ni de blancs d'ailleurs. Revenons aussi à notre pays, et pas seulement à notre pays, c'est vrai pour une grande partie des pays européens. La peur avant tout, c'est la peur de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail. Soit parce qu'on n'a plus de travail, soit parce que les conditions dans lesquelles on exerce ce travail ne vous permettent plus d'en vivre dignement et on risque d'être broyé par un système qui échappe à tout le monde. Et c'est ça la véritable peur qu'ont les gens, qui ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Italiens. Il va y avoir un référendum en Italie, on va voir ce que ça va donner. La véritable peur, c'est celle-là, c'est de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail et de l'énergie que l'on met à défendre sa famille. Monsieur Arouet, pour conclure. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi d'agiter des peurs irrationnelles, parce que le populisme, c'est pas que ce que vous avez dit. Non mais pas là-dessus, mais ce qu'on a dit avant, là, sur la couleur de peau, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, le populisme, c'est pas que ça. On a l'exemple encore sur Nantes avec la ZAD, avec la casse pendant les manifs, avec même un match du FC Nantes, où les ultras veulent venir se fâcher, enfin, faire la bagarre avec le président, enfin, c'est incroyable. Et le problème de tout ça, c'est qu'il ne se passe rien. On laisse faire les gens, on laisse faire les gens. Et le populisme, il est aussi là, c'est que les gens, ils se disent, il ne se passe rien, on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est que j'ai l'impression qu'on n'applique pas la loi. C'est une question de président de la République. D'autorité. Voilà, que l'on n'a pas. On va parler d'autoritarisme, c'est bon. D'autorité.